Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden et aujourd'hui on va continuer sur la synthèse sur les fascismes. Donc là on va parler de fascisme et réaction. Parce que le fascisme est une réaction. Réactionnaire. Une réaction réactionnaire. Faudra le dire de plus en plus vite. Il n'est aucun élément de la doctrine fasciste qui ait été emprunté par un penseur de la droite des 19e et 20e siècles. L'analyse des divers fascismes nationaux le montrera mieux par la suite de notre propos. Aussi bien a-t-on pu avancer que le fascisme était en fait une réaction camouflée. On constate en effet, et nous y reviendrons, que le fascisme est parvenu au pouvoir en Italie et en Allemagne grâce à la courte échelle des milieux dirigeants et de l'État qui les représentait. Je répète que c'est un que sais-je, hein, c'est même pas un livre militant en soi. Oui, c'est aussi le fascisme, aussi au-delà de l'aspect réactionnaire, effectivement, des références réactionnaires, comme l'abbé Marwell, etc. Il peut très bien, vu que le fascisme est démagogique, il peut très bien se revendiquer de Karl Marx pour mieux faire passer la pilule. Mais on va dire, faire référence à Karl Marx, Bakounine, etc., un peu comme le fait Soral et Égalité et Réconciliation, c'est pour mieux faire passer la pilule réactionnaire. Voilà, c'est tout simplement ça aussi, vu que le fascisme est extrêmement démagogique. En fait, Marx et Bakounine, etc., c'est la vaseline pour mieux vous faire gober la merde réactionnaire qu'il y a derrière, tout simplement. On constate ainsi qu'en Espagne, en Portugal ou en Grèce, la droite traditionnelle a fait bon ménage avec le fascisme dans l'équilibre des forces instituées par la dictature. Il est clair enfin que les deux tendances ont combattu les mêmes ennemis. Communistes, démocrates, étrangers hostiles, elles communiaient dans un identique nationalisme. Pendant la guerre, alors qu'il aurait pu imposer dans toute l'Europe conquise des régimes s'inspirant du national-socialisme, Hitler a préféré s'appuyer sur des éléments conservateurs. Il a longtemps préféré Antonesco à Oriasima, Horthy à machin, Pétain à Doriot. Pour notre référence, qui était Doriot, j'en parlerai une prochaine fois, mais Doriot, pour faire simple, c'était l'ancien numéro 2 du Parti communiste français dans les années 30, mais vu qu'il a eu raison trop tôt par rapport à des tactiques géopolitiques, etc. Il a été, même s'il avait raison dans son analyse, effectivement, le Parti communiste français l'a obligé à faire, mea culpa, autocritique, etc. Et de cette humiliation, en fait, parce que le Parti communiste français a adopté sa tactique quelques mois après. Ce qui vient d'ailleurs, je crois, il y avait une interview à l'époque quand il avait quitté le PCF. Je crois qu'il venait fonder le PPF, qui est le Parti populaire français, qui est le parti le plus collaborateur dans les années 40, entre 40 et 45. Parti populaire français, où le surnom de Doriot c'était le petit frère français, pour vous dire le niveau de la collaboration. Voire même ils ont donné un gros coup de main pour la rafle du Veldiv, etc. Enfin bref. Et donc quand on lui avait posé la question qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes militants du Parti communiste, il avait répondu, je crois que j'ai adoré la phrase, c'est il leur a conseillé de ne pas avoir raison trop tôt. Effectivement. Mais au lieu de se radicaliser et d'aller vers l'anarchisme, en fait, Doriot a clairement penché du côté du fascisme. Voilà, quoi. Il n'a pas abandonné le côté révolutionnaire, mais pour lui, la révolution bolchevique, etc., au-delà du fait objectif que la révolution bolchevique était merdique de base, avec Lénine, qui a mis sous tutelle les conseils ouvriers, des soviets, etc. Je ne vais pas refaire l'histoire, et un jour je traiterai clairement de la question. En fait, la désillusion du mensonge bolchevique, en fait, l'a plutôt mis dans les bras de la réaction, voilà, et du ressentiment. Au lieu de constater que la révolution bolchevique était de la merde, ça a vite glissé et ça a vite déraillé, on va dire ça comme ça, pour diverses raisons, que je parlerai un de ces quatre. En fait, Doriot a totalement vrillé, devenu collabo, anti-bolchevique, etc., etc. Enfin voilà, un jour je parlerai du cas Doriot, qui est extrêmement intéressant. J'ai même lu une biographie sur lui. Bon, une biographie qui commence à dater, vu qu'elle date des années 80, si je dis pas de bêtises, mais enfin bref. Le cas Doriot, très intéressant. Pourtant, en dépit de cette évidente complicité et de cette communauté d'intérêts, les différences sont grandes entre la réaction et le fascisme. D'abord, la réaction, son nom même l'indique, place son idéal dans un passé plus ou moins mythique, un âge d'or auquel elle aspire à revenir. La monarchie absolue pour Maurras, le fascisme, au contraire, même si elle exalte telle ou telle période de l'histoire de la nation, est tourné vers l'avenir. Il se proclame révolutionnaire.
Aux yeux des dirigeants traditionnels, il apparaît d'ailleurs comme tel dans la mesure où il se dit socialiste, ou du moins en parole. Il veut changer les structures sociales. En tout cas, en parole, je précise. N'est-il pas d'ailleurs un avatar de la démocratie abhorrée, je ne connais pas ce mot, quand il se réclame de la souveraineté nationale et prétend exercer le pouvoir au nom d'une masse plébéienne qu'il fanatise? Effectivement. Le contraste est vif surtout dans la composition des cercles dirigeants. L'extrême droite place à sa tête des aristocrates et des grands bourgeois, les élites du fascisme, exception faite pour Antonio de Primo de Rivera. Elles ne sont pas celles de la naissance, de la fortune, de la promotion par le concours. Elles se sont formées dans la guerre mondiale, les combats de rue, l'activité du parti, leur dévouement au chef. Certaines viennent de la gauche, aussi bien s'établissent rarement des sympathies personnelles entre les hommes de caractères si différents. L'aristocratie italienne se gaussait de Mussolini et les généraux de la Wehrmacht des déclassés qui gonflaient les rangs des sections d'assaut. À la limite, même, l'opposition va jusqu'au conflit. Les nazis autrichiens ont assassiné Dollfuss, et c'est un complot de notables qui a voulu assassiner Hitler. Donc même au sein de la bourgeoisie, il y a des bastons. Voilà, même au sein de la réaction, il y a des bastons. Voilà, pour ceux qui veulent traiter la bourgeoisie ou les réactionnaires comme un bloc uniforme. Ce qui n'est pas du tout le cas, bien évidemment. Cependant, il faut bien constater que c'est seulement une petite faction des forces conservatrices qui s'est opposée au fascisme, et toujours tardivement quand d'autres l'avaient considérablement affaibli, sinon même abattu. Tel le roi d'Italie, faisant arrêter Mussolini quand celui-ci avait déjà été désavoué par le Grand Conseil fasciste. Un aristocrate comme le prince Borghese a d'ailleurs été fidèle à Mussolini jusqu'à la fin. Les dirigeants traditionnels, nous le verrons mieux par la suite, avaient hissé le fascisme au pouvoir pour lui faire appliquer leur plan avec l'espoir de l'amadouer et de le dominer. Tel Thiers affirmant qu'il mènerait Napoléon le troisième par le bout du nez. En fait, c'est eux qui seront entraînés dans une aventure qu'ils n'avaient pas toujours voulu. Généraux et diplomates firent quelques timides observations à Hitler, mais qu'ils acceptèrent et dont ils profitèrent largement. En définitive, on peut même dire que le fascisme a assimilé la plupart d'entre eux. En France, aujourd'hui, des groupes comme Aspect de la France ou la Nouvelle Action Française refusent certes l'étiquette fascisme, même si l'Action Française d'avant 1939 est bien morte, personne n'affirmera que le fascisme ne renaîtra pas. Identifier totalement l'extrême droite et fascisme révèle de la propagande électorale. Mais l'histoire montre que les deux tendances sont progressivement associées, voire intégrées entre 1920 et 1945. Effectivement. Toute l'extrême droite n'est pas fasciste, mais le fascisme est d'extrême droite, bien évidemment. Donc voilà, c'était sur l'aspect fascisme et réaction. Donc voilà, c'est très enrichissant, je pense. J'ai vraiment bien fait de commencer à parler de ces livres, effectivement. Déjà, on débroussaille énormément de conneries par rapport à tout ce qui est dit, comme quoi, oui, les antifascistes et les vrais fascistes, etc. Donc on regarde ne serait-ce que des bases tranquilles, on va dire ça comme ça, et même pas des trucs militants d'antifa ultra vénères. Déjà, ça fout des bifles. Limite, tu ramasses tes dents, Billy, tu vois. Donc voilà, c'était Fascisme et Réaction, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.